Sud Radio, l'invité politique, Maxime Liédo. Il est 8h13 sur Sud Radio et mon invité politique ce matin est Stéphanie Rist, ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Énormément de sujets à voir avec vous, naturellement, après le vote et les différents votes, la volonté de lutter contre la fraude sociale, les différentes idées qui se mettent en place dans le budget, le ministre du Travail qui alerte sur un déficit de la sécurité sociale qui serait élevé. On va y venir, donc je vous demanderai, avec le nombre de sujets qu'on a évoqués, d'être le plus concret et le plus pédagogue possible. Première question pour commencer. Hier, le Sénat a voté notamment des dispositions pour lutter contre la fameuse fraude sociale. Marronnier, qui revient très régulièrement. Gabriel Attal en avait déjà fait un cheval, on va dire, de bataille. Ma première question est toute simple. Alors qu'on a en réalité un Haut Conseil pour le financement de la protection sociale qui estime que ce manque à gagner équivaut à près de 13 milliards d'euros, mais que la sécurité sociale estime qu'elle n'a que 3 milliards d'euros, on va dire, sur lequel elle peut aller piocher, comment on peut faire une lutte crédible alors qu'on n'a pas la totalité des fonds de fraude identifiés? Alors deux choses. La première, c'est que depuis le plan de Gabriel Attal, on a doublé les sous qu'on récupère de la lutte contre les fraudes. Ça, c'est important parce que c'est un engagement des gouvernements ces dernières années pour aller récupérer les sous. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui maintient notre pacte social. On ne peut pas demander aux gens de payer des impôts, de payer des cotisations si par ailleurs on ne va pas chercher ceux qui fraudent. Qui est une petite partie de la population, mais sur laquelle il faut lutter très fort. C'est mais tout qui coûte l'enjeu. Visiblement quand même 13 milliards d'euros. Tout à fait, c'est tout l'enjeu du texte qui a été voté hier au Sénat, qui va arriver à l'Assemblée nationale en décembre, et qui permet de mieux lutter contre la fraude avec plus de partage d'informations, de données entre les administrations, qui permet de mieux sanctionner, de plus sanctionner. On a renforcé les sanctions pour les gens qui ont des revenus illicites, pour les gens qui fraudent, pour ceux qui... On a fait en sorte que les versements d'allocation chômage, par exemple, soit que sur des comptes en France ou dans les pays de l'Union européenne. Un ensemble de mesures qui sont parfois très techniques, mais qui vont donner à nos administrations plus d'outils, plus de force pour aller chercher ces milliards qui relèvent de la fraude. Mais est-ce une lutte crédible ? Parce que j'aimerais que vous essayiez de répondre concrètement à cette question. On a en effet une fraude évaluée à 13 milliards. Globalement, il n'y en a que 2 ou 3 milliards parfaitement et clairement identifié par les organismes de la sécurité sociale. Ça veut dire qu'il reste quand même 10 milliards totalement dans la nature. Est-ce qu'on peut dire que c'est, on va dire, un combat sérieux quand on laisse 10 milliards potentiels de fraude évaporer, aller ailleurs dans la nature? C'est pour ça qu'on met en place ces outils. Par exemple, vous espérez aller plus loin dans les recettes, on va dire, avec ces nouveaux outils, c'est ça? On va essayer de prendre beaucoup plus en amont. Quand vous avez, je vous donne un exemple concret, vous avez des entreprises qui sont appelées des entreprises éphémères, qui, à peine ouvertes, se ferment et disparaissent. Donc dans ces cas-là, une fois qu'elles ont disparu, vous pouvez plus aller les taxer. Donc ce qu'on met dans ce texte, c'est des outils qui permettent de se dire, cette entreprise-là, elle est faite par bande organisée d'escrocs et elle va faire de la fraude. Donc on va la taxer avant qu'elle ferme. C'est ça, ce texte de loi. Est-ce que vous avez peut-être un chiffre à nous donner quant, on va dire, à l'argent que vous estimez pouvoir récupérer avec ces nouveaux dispositifs? Alors c'est toujours... moi, je ne m'aventurerai pas sur un chiffre. Ce que je peux dire, c'est que depuis le plan de Gabriel Attal, on a doublé les chiffres de recouvrement et qu'il faut qu'on poursuive cet effort. Mais vous savez... En parlant en milliards, je pense que ça ne répond pas à la question des gens qui nous écoutent. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Ce que je sais, c'est que ça a doublé, que je pense qu'il faut qu'on lutte beaucoup plus sur la fraude, et c'est tout l'enjeu de ce texte de loi. Parmi les nouvelles dispositions votées hier au Sénat, vous l'avez évoqué, la volonté notamment de partager les données entre les différentes agences, et une disposition qui fait énormément parler, notamment l'autorisation pour France Travail et les organismes de sécurité sociale, par exemple, d'avoir accès à des données sensibles, des données de compagnies aériennes, des opérateurs téléphoniques. N'est-ce pas une traque légèrement injustifiée? Est-ce qu'on ne donne pas trop de pouvoir à ces agences-là? Alors c'est un débat qui est très intéressant qu'on a eu hier au Sénat. Vous avez ceux qui disent ça empiète sur les libertés individuelles, et d'autres qui disent il faut donner tous les moyens pour cette lutte contre la fraude. Moi je fais confiance vraiment au débat du Parlement qui a acté au Sénat hier cette mesure. Nous verrons à l'Assemblée
la poursuite de ce débat, et je crois que la construction de ce texte au Parlement se fera avec un équilibre à la sortie du texte. Question justement, parce qu'on parle aussi des fraudeurs, pourquoi ne pas s'intéresser à nos amis américains? C'est un sujet qu'on évoque beaucoup ces dernières semaines. On voit que des retraités américains viennent en France grâce à un dispositif initié depuis une loi de 2016, en réalité se faire soigner par le système français. Est-ce qu'il n'y a pas là tout de suite des mesures très concrètes, rapidement à prendre pour lutter contre ce système-là qui est de l'abus, puisque les contribuables français payent pour le confort d'amis américains? Oui, alors ça a été un débat du budget de la sécurité sociale ce week-end qui va évoluer avec le passage au Sénat, pour lequel j'avais donné un avis effectivement de sagesse qui permet d'adopter l'amendement qui était prévu. Il faut savoir que c'est des conventions diplomatiques entre les États. Donc c'est une discussion qui doit se faire aussi de façon diplomatique. On avance et c'est vraiment dans le cadre du budget de la Sécu. Et vous, en tant que ministre de la Santé, qu'est-ce qu'il faudrait prendre? Il faut mettre fin à ce système-là, par exemple, vous, en tant que ministre de la Santé? Je crois qu'il n'y a pas de tabou et qu'il faut ouvrir ce débat. C'est des gens qui ont vécu en France, qui ont cotisé. Il faut voir à quel point ils ont le droit aux prestations sociales ou pas et remettre ces conventions sur la table. L'actualité qui arrive désormais, c'est donc le projet en effet de finances de la sécurité sociale qui va arriver de plein fouet au Sénat avec, on va dire, un déficit aggravé, plus 6,8 milliards de déficit supplémentaire quand on voit ce qui a été voté ces dernières heures à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, dans le Parisien, qui nous dit il nous manque beaucoup d'économies et le texte initial devait ramener le déficit à 17,5 milliards. Aujourd'hui, le chiffre officiel, c'est lequel? Avec tout ce qui a été voté aujourd'hui, le déficit de la sécurité sociale s'établit au montant faramineux de... Alors aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 25-26 milliards de déficit après le texte à l'Assemblée. Mais on est dans des discussions, on est tout au début du cheminement de ce texte du budget de la sécurité sociale. Notre objectif avec le gouvernement, la copie initiale du texte était de passer de 23 milliards en 2025 à 17 milliards en 2026. Il faut qu'on arrive à baisser ce trou de la Sécu. Pourquoi? Pas simplement pour faire joli, mais parce que quand on baisse le trou de la Sécu, ça permet aux Français d'être sûr d'avoir une protection sociale qui soit pérenne. Donc on a un effort partagé à faire. C'est tout l'objet de ce texte de budget de la sécurité sociale qui demande un effort à tous pour permettre de baisser ce trou de la Sécu. Le texte va arriver au Sénat, reviendra à l'Assemblée nationale. On va voir à la fin, mais notre volonté au gouvernement, c'est de garder une copie qui baisse ce trou de la Sécu en dessous des 20 milliards. Et ici, puisque le mot à la mode est celui de compromis, si on ne devait pas arriver précisément à cet objectif voulu de 17,5 milliards pour le trou du financement de la sécurité sociale, à combien vous estimeriez qu'il serait acceptable d'arriver avec tout ce qui est en train de se magouiller? Est-ce que par exemple un déficit à 20 milliards, vous pourriez dire c'est acceptable, on peut se diriger vers là pour laisser quand même un peu de place à différentes propositions des oppositions? Oui, on est dans une discussion de compromis. Donc on est ouvert à faire évoluer, on n'est pas à 17 milliards pile, ça aurait pas de sens. 20 milliards, mais en dessous des 20 milliards, on est bien. Enfin, on est mieux. En tout cas, c'est votre souhait peut-être d'arriver vers cette base-là. C'est vraiment la trajectoire aussi qu'on envisage pour les années suivantes. Il faut regarder ça avec une projection. Puisque justement il y a un déficit, il faut donc avoir des économies, c'est la volonté, c'est notamment le message que martèle Jean-Pierre Farandou dans le Parisien ce matin, la volonté d'économie. Où est-ce que vous allez faire des économies désormais? Quelles sont vos cibles identifiées? Alors dans le budget de la sécurité sociale, on a des efforts, donc des économies qui sont demandées à tous. On a des mesures sur les franchises, vous savez, ces forfaits de responsabilité qui font qu'on va doubler le prix de la boîte de médicaments ou de la consultation chez le médecin. Je rappelle d'ailleurs que les Français les plus fragiles ne les payent pas ces franchises, et c'est important puisque en tant que ministre de la Santé, je dois protéger les plus fragiles. Donc on doit avoir un débat sur qui paye ou qui paye pas ces franchises, mais ça c'est un effort demandé aux Français, ceux qui le peuvent le plus. Il y a des efforts demandés sur les professionnels de santé, il y a des efforts demandés sur l'industrie pharmaceutique avec une baisse des tarifs des médicaments.
médicaments pour 1,6 milliard de baisse, donc des efforts importants sur l'industrie pharmaceutique. Il y a des efforts dans ce budget de la sécurité sociale partagés pour les organismes complémentaires avec une taxe qui rapporterait 1 milliard d'euros. Donc vous voyez que tous les secteurs ont des économies demandées. Après, le débat parlementaire fait évoluer le sujet. À l'Assemblée, certaines de ces économies ont été retirées. Nous allons voir comment le débat se fait au Sénat, puis de retour à l'Assemblée. Alors entrons justement dans le détail de certaines taxes qui sont voulues, notamment une taxe qui fait énormément parler, la taxe sur le vapotage. Vous avez vu qu'une pétition est actuellement en ligne. Elle réunit déjà près de 200 000 signatures avec un message qui vous est d'une certaine manière adressé, qui dit en réalité la taxe sur le vapotage aurait des conséquences, je cite, désastreuses pour la santé publique et pour l'emploi en France. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous maintenez? Non, cette proposition doit être sur la table, elle doit aller dans un certain sens? Alors cette taxe, elle est discutée dans le budget et pas le budget de la sécurité sociale, parce que c'est une taxe sur un produit. Bon, ça, à la limite, ça change pas grand-chose. En tant que médecin, en tant que ministre de la Santé et médecin par ailleurs, c'est pas interdit. On sait que le vapotage peut être utile au sevrage tabagique. Et moi, je défends cette position de dire que tous les outils nécessaires à l'arrêt du tabac doivent être protégés. Voilà. Donc les débats ont lieu. Vous avez vu que. Mais en tant que ministre de la Santé, votre position, c'est de dire attention à cette taxe, justement pour continuer les gens à sortir du tabagisme. Je pense que le débat est intéressant, ouais. Mais on peut pas dire que le gouvernement met une copie à discuter au Parlement et puis moi de dire voilà ce que je veux à la fin. En tant que ministre de la Santé, je dis que les produits utiles à l'arrêt du tabac sont utiles. Autre sujet, autre taxe aussi. On est en France après tout. La taxe fast-food. Vous avez vu que c'est un député écologiste qui propose une taxe de 50 000 € à l'ouverture des restaurants franchisés de restauration rapide, puis 10 000 € par année d'exploitation, des montants doublés en cas de proximité avec des écoles. Puisqu'on parle de santé publique, on connaît les conséquences de, on va dire, la malbouffe sur la santé, notamment des plus jeunes. Est-ce que cette idée de taxe est quelque chose qui a vos faveurs, Madame la Ministre? Alors, ayant dans ma famille que des restaurateurs, j'ai un point de vue peut-être un peu biaisé. Mais ce que je veux dire, c'est sur tous ces sujets de taxes comportementales, c'est-à-dire de taxes qui orienteraient une politique publique de santé publique. Elles peuvent avoir un intérêt quand elles sont accompagnées. Et elles sont parfois aussi assez compliquées parce qu'elles entraînent tout un écosystème, parce qu'elles entraînent de l'emploi, pas mal de choses. Donc on peut pas, enfin c'est pas blanc ou noir. C'est vraiment donc des peut-être sujets. Envisager une taxe fast-food, mais pas de cette manière. Taxe par taxe, et je crois que surtout ça se construit avec les acteurs. Une taxe comportementale qui est efficace se construit avec les acteurs, c'est-à-dire avec les industriels, avec les restaurateurs, etc. Mais une taxe fast-food sur le principe, même s'il faut la travailler, est-ce qu'elle a votre faveur? En tout cas, il faut rechercher la justice. Les taxes, c'est de la justice. Et je crois que dans tout sujet de taxe... Est-ce qu'il faut faire de la justice sur les fast-foods? Écoutez, moi, à titre personnel, je comprendrais pourquoi il y a une justice par rapport aux restaurateurs. Autre projet, puisqu'on parle aussi de santé publique, vous avez vu ce qui se passe avec aujourd'hui les capsules d'azote, c'est extrêmement prisé sur les jeunes. On avait évoqué maintes et maintes fois, ça a encore été malheureusement au cœur de l'actualité cette semaine, on a évoqué maintes et maintes fois la possibilité de l'interdire définitivement, d'en arrêter la vente. Est-ce que ça aussi, pour une question de santé publique, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre sur la table rapidement, Madame la Ministre? Alors, merci de parler de ce sujet, parce que tous les auditeurs qui nous écoutent doivent expliquer, notamment à leurs jeunes ados, la dangerosité de ce produit qui sont les cartouches pour faire de la chantilly. Les jeunes prennent ça parce qu'ils pensent que ça va les faire rigoler et que c'est pas grave, c'est dangereux. Et c'est même très dangereux. Ça donne des troubles neurologiques qui entraînent parfois des conséquences irréversibles, avec des jeunes qui ont des difficultés après à marcher toute leur vie. Donc il faut vraiment qu'il y ait un effort pédagogique sur le fait de dire même une cartouche d'azote, c'est dangereux pour la santé. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, il y a eu des lois de députés ces dernières années donc, qui encadrent la vente de ces cartouches. Je rappelle que c'est interdit pour les mineurs. Je sais aussi que les élus locaux, les maires, sont très engagés sur cette lutte, donc pour faire et de la pédagogie et aussi essayer de diminuer cette consommation. Donc en tant que ministre de la Santé, précisément, comme c'est un outil dangereux, quelque chose qui est en vente, est-ce qu'il faut déjà en interdire la vente? Est-ce que vous allez proposer, vous, en tant que ministre de la Santé, quelque chose? Alors déjà, informer, c'est interdit aux mineurs, je le redis. L'encadrement
de la vente, elle été votée dans des propositions de loi qui sont maintenant devenues des lois. Donc on continue notre engagement effectivement sur la lutte contre les addictions, mais je le redis, informer aussi autour de vous de la dangerosité de ce produit. Et de la sensibilisation, comme on dit. Question aussi, puisque c'est vous qui allez porter ce dossier, Madame la Ministre, toujours dans les enjeux de santé, ce sont les fameuses maisons France Santé, avec des objectifs ambitieux. On part de 130 millions d'euros, 2000 maisons France Santé. Est-ce que c'est crédible quand on voit aujourd'hui à quel point le pays est enquisté de mettre autant d'argent, et surtout, pourquoi faire ? Alors, c'est 150 millions d'euros qui ont été proposés à l'Assemblée ce week-end pour les maisons France Santé. Les maisons France Santé, c'est quoi ? Ça sera de rendre visible pour nos concitoyens des organisations de professionnels qui fait qu'ils auront la réponse à leurs demandes en soins. C'est-à-dire, dans les 48 heures, si c'est pas une urgence évidemment, dans les 48 heures, un rendez-vous chez le médecin. C'est vraiment, d'une part, de valoriser ce qui est fait sur les terrains, et surtout que les gens savent où aller. Quand votre maman sort de l'hôpital parce qu'elle a fait un accident vasculaire cérébral et que vous ne savez pas comment faire pour qu'elle soit prise en charge derrière, ou trouver un kiné, ou trouver le médecin, ben vous pousserez la porte d'une maison France Santé, vous reconnaîtrez parce qu'il y a le logo France Santé, et vous pourrez avoir accès à ces informations et surtout la prise en soin. Donc c'est une mesure très importante annoncée par le Premier ministre que nous mettons en œuvre rapidement. Donc vous avez bon espoir que tous les objectifs soient remplis avant Noël comme annoncé. Alors 15 maisons France Santé par département d'ici Noël, on a commencé et on y arrivera. Et l'engagement sera tenu, c'est de la conviction qu'on entend ce matin au micro de Sud Radio. Dernier sujet aussi parmi lesquels on va dire dont vous avez la charge, c'est notamment la santé mentale. Vous avez vu que selon un dernier baromètre de Santé publique France, 15% des 18-79 ans sont passés par une phase dépressive. Une campagne de communication notamment a été lancée. On se rappelle de Michel Barnier qui avait dit que la santé mentale était une grande cause nationale. Est-ce que dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, quand on voit de tels chiffres, le gouvernement, vous allez peut-être vous engager, on va dire, prendre des décisions sur le sujet, Madame la Ministre? Alors, c'est vraiment important. Plusieurs choses. La première chose, je voudrais que tous les auditeurs entendent le 3114. Le 3114, c'est le numéro de prévention du suicide. Ça, c'est vraiment important de connaître ce numéro de téléphone. Il sauve des vies. Le 3114. La politique qu'on met en place, et qui date pas d'il y a 2 jours, mais des ministres qui m'ont précédé, c'est de dire il faut faire une détection précoce, notamment chez les jeunes. J'ai rendez-vous aujourd'hui même avec le ministre de l'Éducation. Nous devons avancer sur la détection des troubles de santé mentale. Parce que quand on détecte, les troubles sont moins graves et on sauve des vies. D'autre part, et ça c'est depuis ces dernières années, on augmente énormément le financement pour la psychiatrie, pour la pédopsychiatrie. Dans ce budget de la sécurité sociale, c'est 65 millions qui sont mis en plus pour le budget, qui est en forte croissance ces dernières années. Nous augmentons le nombre de professionnels formés, le nombre de psychologues dans les centres médicaux psychologiques. Et nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Donc, de l'organisation sur le terrain. Nous avons créé Mon Soutien Psy, qui permet à tous les Français d'avoir accès à un psychologue remboursé par la sécurité sociale, en accès direct. Et ça, c'est des mesures qui permettent d'aller se faire soigner. 2 questions encore, Madame la Ministre, d'actualité cette fois-ci, quelque chose qui fait beaucoup réagir, et d'ailleurs on attend aussi vos commentaires, vos analyses au standard. Le ministre du Travail a posé sur la table l'idée pour faire des économies, justement de mettre en 2 parenthèses cette fameuse prime de Noël qui était notamment versée à des familles avec enfants. Là on voudrait la supprimer pour des familles sans enfants. C'était notamment distribué à certains allocataires, notamment du RSA ou de certains minima sociaux. Est-ce que vous aussi vous êtes favorable à ce qu'on supprime cette prime de Noël pour, on va dire, les parents seuls ou juste ceux qui n'ont pas d'enfants? Là aussi, je crois qu'il faut revenir à la philosophie du texte du budget. Le gouvernement a mis sur la table des parlementaires un budget qui fait des économies et qui recherche dans ce qu'on appelle des niches, les endroits où on pourrait se dire est-ce qu'il faut que des gens qui n'ont pas d'enfants, en l'occurrence, aient quand même une prime de Noël? Je crois que le débat est important, le débat doit avoir lieu, nous devons trouver des économies. Le ministre du Travail l'a redit ce week-end aussi, les pistes sont sur la table et les discussions doivent se faire pour qu'à la fin on arrive à une copie avec des économies, mais on n'est pas fermé. Vous, en tant que ministre de la Santé, est-ce que c'est quelque chose en effet qui a vos faveurs? Bien sûr, il faut tailler au bout d'un moment dans la prime de Noël.
Écoutez, la prime de Noël par rapport à la ministre de la Santé vous avez une idée, vous êtes ministre d'un gouvernement, vous avez une idée forcément. Oui, bien sûr, mais je suis en conviction avec la copie du gouvernement, mais en conviction surtout avec la méthode. C'est-à-dire aucune fermeture au débat. Aucune fermeture au débat. Dernière question, Madame la Ministre, votre siège de député en réalité est en jeu. Vous pourriez perdre votre siège en janvier dans le Loiret. Vous êtes ministre, vous allez être candidate, j'imagine, donc ça sera une législative partielle. Si jamais vous n'arrivez pas à reconquérir ce siège d'une certaine manière, vous tirez les conséquences, vous démissionnerez du gouvernement ? Je crois qu'il faut être cohérent, oui, bien sûr. Mais vous savez... Ce qui m'importe là, je connais bien le budget de la sécurité sociale. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai été ministre, puisqu'il fallait rapidement faire un budget de la sécurité sociale. Je suis utile, il me semble. Si je suis utile, je suis au bon endroit. Et ensuite, nous verrons. D'abord, qu'on arrive à avoir un budget de la sécurité sociale, parce que c'est ce qui est important pour les Français. Merci beaucoup, Madame la Ministre Stéphanie Ries, d'avoir été avec nous, ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, d'avoir été avec nous ce matin. On vient d'en parler, la fameuse prime de Noël. Est-ce un bon moyen de faire des économies ? On en parle notamment avec vous au standard 0826 300 300 et vous êtes également nombreux à nous appeler au 0826 300 300 pour réagir par rapport à ce qui se passe du côté de Marseille avec visiblement des règlements de compte qui commencent malheureusement à devenir la norme. On en parle dans un instant sur Sud Radio. Restez avec nous, à tout de suite.